Merci. Un peu d'encouragement. Merci. Là, j'en ai avoir besoin. Là. Super. Les questions est parti. Bien, bonjour tout le monde. Hop, je vais éviter de me prendre les pieds là-dedans, ça serait pas mal. On va regarder ensemble ce soir donc comment intégrer un design system dans une application Flutter. Donc mon petit nom à moi, c'est Mathieu Regnault. Moi, je suis développeur mobile Flutter chez BIM. BIM, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up nantaise pionnière dans les panneaux photovoltaïques en kit à monter soi-même, panneaux photovoltaïques plug and play, je vais y arriver, et qui développe maintenant tout un écosystème pour l'autonomie énergétique à la maison, à base de photovoltaïque en plug and play, en solaire en toiture, batterie, etc. etc. Je travaille également sur un autre projet depuis un certain temps maintenant, Mysticky, qui est un gestionnaire de mots de passe, qui a cette petite particularité, d'une part de fonctionner en local, mais aussi de ne pas enregistrer vos mots de passe. C'est un programme. Et on y arrive quand même. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Juste avant, petit point quand même, la présentation de ce soir a été partiellement inspirée par le travail d'Aloïs Deniel, qui est un développeur Flutter rennais, si je ne dis pas de bêtises, donc vous pourrez retrouver le travail avec ce QR code. Et donc la présentation de ce soir va être en partie inspirée de ce qu'il a fait, mais pas que, bien évidemment. C'est aussi un retour d'expérience des deux projets sur lesquels je travaille en ce moment, bien évidemment. Petit dernier point aussi, la présentation de ce soir, elle est transcrite sur mon profil Medium, si vous voulez un peu plus de détails. Voilà, il faut clapper, même si ça marche pas mal. Alors, lorsque l'on aborde un projet mobile, un projet en règle générale, évidemment, on a à cœur de mettre en place les bonnes pratiques de développement, les bons design systems, les bons design patterns, architecture pattern, mettre de la clean, etc., pour avoir un code qui tient la route. C'est effectivement important et je ne pourrais trop vous encourager à le faire. Néanmoins, ce qu'on oublie parfois un petit peu, c'est tout ce qui va concerner l'aspect vraiment purement front, comment organiser son code visuel, comment organiser ses widgets, etc., qui peuvent quand même assez rapidement représenter une partie non négligeable de notre code en termes de lignes de code. Et donc, ça me semblait important de m'attarder un petit peu sur ce sujet-là. Le design system, dans les grosses lignes, vous retrouverez un peu différentes versions sur Internet, mais en gros, ça va être un document de référence, un standard dans l'entreprise qui va permettre de regrouper vraiment tous les codes visuels que l'on va utiliser pour tous les supports de communication. Et dans les supports de communication, on va évidemment aussi prendre en compte le site Internet, l'appli mobile si on a une, etc., pour avoir vraiment un design qui soit harmonieux au travers de tous nos supports. Donc, on va y retrouver notamment des composants réutilisables, les boutons, les champs de texte, etc. On va également y retrouver donc un guide de style, notamment on va y mettre dedans quelles sont les couleurs à utiliser, quelles sont les polices de caractères, des dimensions entre éléments, etc., etc. Dans le cas, on va aller un petit peu plus dans ce qui nous intéresse. Dans le cas d'un design system mobile, on retrouve en règle générale trois niveaux. On a le niveau atomique qui va concerner vraiment les éléments les plus basiques de notre design system. Donc, on va avoir les couleurs, les polices de caractères, les ombres, notamment si vous utilisez des cartes avec des petits effets d'ombrage autour, des radius, encore une fois pour les cartes, etc., etc. Donc, vraiment les éléments les plus basiques. À ce stade-là, on ne parle pas encore de widget. C'est vraiment les éléments encore les plus basiques, donc atomiques. On peut aller un niveau au-dessus, le niveau moléculaire, où là, on va retrouver déjà les premiers widgets, mais vraiment les premiers widgets assez basiques, assez élémentaires, les boutons, les dividers, les checkbox, les champs de saisie. Et puis après, vraiment le niveau plus au-dessus, ça va être niveau cellulaire. On peut y retrouver des widgets plus complexes, personnalisés, voire carrément finalement les écrans de nos applications que l'on va devoir intégrer. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien mignon ton truc, mais enfin il existe déjà des trucs qui s'appellent Material Design ou Cupertino Design. Pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas de ça finalement? Effectivement, on peut. Après, on va être assez rapidement limité en termes de personnalisation. On va se retrouver assez rapidement avec des projets qui vont ressembler un petit peu à des projets d'étudiants qui découvrent la techno et qui font leur premier projet Hello World. Mais aussi, on va avoir des limitations. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple des niveaux de headline, les H1, H2, H3, que l'on retrouve notamment en HTML.
on a l'équivalent aussi en Flutter. Et ben, par exemple, dans le Material Design, on n'a que 3 niveaux. Alors, si on veut rajouter un 4e niveau, ben, on ne va pas avoir la bonne variable qui va en face pour intégrer ça. Donc, on peut être limité un petit peu par justement la façon dont c'est fichu dans ces designs-là. Et donc, vraiment, moi, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment partir d'un design system vraiment de zéro, d'une intégration vraiment, on va partir de zéro, et on va avoir, du coup, toute flexibilité pour vraiment intégrer ce qu'on veut. Alors, avant de démarrer, deux conseils qui me semblent quand même importants. Le premier, ça va être, bien que ce ne soit pas obligatoire, notamment si vous êtes sur un projet perso ou sur des projets de relativement petite taille, mais quand même, ça peut être une bonne pratique d'utiliser un package dédié. Donc, vous allez mettre dans un package dédié tout ce qui va concerner votre design system, les widgets que vous allez pouvoir réutiliser. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que j'oublie rien, le package dédié, donc la première raison, c'est que ça va vous permettre d'avoir un package que vous pourrez réutiliser au travers de plusieurs applications. Donc, d'utiliser un même design system au travers de plusieurs applications, notamment si vous développez des applications d'entreprise, vous pouvez avoir généralement une demi-douzaine d'applications différentes et où il faut qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Donc là, au moins, vous avez une base commune, vous réutilisez comme vous voulez. Le deuxième point, c'est que ça va vous forcer aussi à ne pas implémenter de logique d'application dans votre design system, de vraiment bien séparer la logique d'application et le design proprement dit. Le deuxième conseil aussi que je vous donne, c'est notamment si vous travaillez avec une équipe design, de bien vous mettre d'accord sur les conventions de nommage, notamment si vous travaillez avec des outils tels que Figma. C'est vraiment bien pratique de se mettre d'accord dès le départ avec eux pour se dire, OK, je veux que, par exemple, dans tous les écrans que tu me demandes d'implémenter, chaque texte, chaque bouton, chaque couleur, chaque machin et tout, on retrouve la même convention de nommage partout, que ce soit homogène, pour qu'après, moi, je puisse l'intégrer directement et utiliser finalement cette même convention de nommage dans mon code. Et on va commencer, je vais vous faire cette présentation en 3 parties. On va regarder d'abord les extensions de thèmes. En seconde partie, on va regarder les widgets. Et en dernier, ça va être un peu plus court, on va regarder un petit peu ce qui concerne les tests. On va commencer d'abord avec les extensions de thèmes. Et les extensions de thèmes, je crois que c'est arrivé en Flutter, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a à peu près 2 ans. Et on va voir que ça va être particulièrement pratique, c'est notamment conseillé dans la documentation officielle de Flutter, ça va être particulièrement pratique pour l'utiliser pour des couleurs. Et on va y mettre là-dedans toutes nos couleurs pour notre projet. Mais on va voir qu'on peut l'utiliser aussi, on peut en avoir un petit peu d'autres usages. Personnellement, moi je m'en sers aussi pour les polices de caractères et aussi, dans certains cas, un peu plus rares, pour des dimensions communes utilisées au travers de plusieurs widgets. On va commencer avec un petit peu de code, j'espère que vous arrivez à le lire. On va ressortir les lunettes. Et si on va commencer avec un premier exemple un petit peu dense, mais on va le décortiquer, je vais commencer avec 3 classes. Une pour les couleurs, une pour les polices de caractères, et puis après pour les dimensions. Donc vraiment, là, on part de zéro, vraiment complètement zéro. Et on va se créer une première classe que j'ai appelée, par exemple, AppColorStem, qui étend donc thème extension de AppColorStem. Ça, c'est l'usage. Et là-dedans, ce que je vais y faire, c'est que je vais d'abord lister ici toutes les couleurs que me donne mon designer à implémenter dans mon design system. Et dans un second temps, je vais utiliser un certain nombre de variables en disant quelle va être par exemple la couleur d'arrière-plan pour tous mes écrans, la couleur de la snack bar pour la validation, la couleur du texte par défaut, etc., etc. Il peut y en avoir évidemment plein d'autres. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un constructeur privé et je vais utiliser une ou plusieurs factories. Je vous en avais 2 en exemple, une pour le mode clair par exemple, une pour le mode sombre. Vous pourrez en rajouter encore d'autres, c'est comme bon vous semble si vous avez besoin de plus de modes de luminosité. Et je vais revenir sur la fin juste après. Je vais utiliser dans cette présentation beaucoup les factories. On va voir que ça va être très pratique, pas seulement pour les extensions de thème, mais aussi pour les widgets. Et notamment, ce qu'il y a de pratique ici, c'est que du coup, on va pouvoir très simplement passer d'un mode de luminosité à l'autre. Alors là, je n'ai pas évidemment donné le code pour le deuxième cas. Mais l'avantage ici, c'est que, voilà, par exemple, en mode clair, pour la couleur d'arrière-plan, je peux utiliser le gray que j'ai défini ici, mais dans l'autre mode de luminosité, je pourrais utiliser une autre couleur si besoin. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu overkill, on va dire, de se dire, tiens, pourquoi on rajoute des couleurs intermédiaires plutôt que les couleurs de base. Je déconseillerais fortement d'utiliser les couleurs de base directement dans le code. D'une part, parce que ça vous donne plus de flexibilité, d'autre part, parce que vous pourriez vous retrouver dans un cas un petit peu aux limites, assez rare, mais quand même, il faut se garder ça dans un coin de la tête,
où vous pourriez avoir deux composants ou deux familles de composants qui utilisent la même couleur dans un mode de luminosité, mais des couleurs différentes dans un autre mode. C'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, si demain, on vous demande de changer des couleurs pour une famille de composants, au moins, vous pouvez juste changer un endroit ici, et c'est beaucoup plus rapide. Et donc, pour terminer ici, ça, c'est juste les deux méthodes à surcharger. Là, vous allez pouvoir, là, c'est une méthode à surcharger pour dupliquer le thème. Donc, ça, c'est ce qui est demandé par l'extension de thème. Et puis ici, ça, c'est le dernier point, donc je ne m'en sers pas, mais vous pourriez vous en servir, c'est le lerp. Dans le cas des couleurs, si ça vous fait kiffer, vous pourriez utiliser les fonctions double.lerp ou colors.lerp, je ne me rappelle plus exactement la syntaxe. Mais en gros, l'objectif de ça va être de dire, si vous changez du mode clair au mode sombre, au lieu de vous faire un changement brutal de couleur de toute votre appli, ça vous fait une petite animation, un léger fondu enchaîné. Mais par contre, ça vous fait une méthode qui peut être assez longue. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de faire ça ou pas. Voilà déjà, donc je commence avec cette première classe pour les couleurs, et on va voir après comment on va implémenter tout ça, rassurez-vous. J'ai fait la même chose pour les textes. Là, c'est un peu plus court. Donc là, pareil, j'ai défini différents text styles, text style, donc pour les différentes polices de caractères que je vais utiliser dans mon projet. Un constructeur interne, une factory, encore que là, j'aurais pu utiliser directement le constructeur de base, tout à fait. Et donc là, ici, je vais pouvoir définir les différentes polices de caractères que je vais utiliser dans mon projet. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que votre designer va vous donner en amont, va vous dire, voilà, on va utiliser une police de caractère pour label default, pour label default and phases, pour des polices un peu plus grosses, etc. Et après, vous pourrez les implémenter de cette façon-là, en définissant la taille de police de caractère, la hauteur entre les lignes, etc., etc. Et là, évidemment, là, j'ai mis à droite ici le lerp, ici, on retournera juste 10 parce qu'on s'en fiche royalement d'avoir une interpolation entre les polices de caractère. Et dans un premier temps, effectivement, je l'ai marqué aussi ici là-bas. Pour l'instant, j'ai mis des tailles de police de caractère en dur, mais on verra un petit peu plus tard qu'on pourra assez facilement implémenter un petit peu de responsive dans notre design system. Et je termine avec un exemple pour les dimensions, où là, ça va être toujours un petit peu la même chose. Je définis des dimensions que j'utilise, par exemple, dans différents widgets de mon application. Et puis ici, donc j'ai un constructeur interne, pareil, une factory. Là, je peux préciser, là encore, cette dimension-là, elle sera égale à 8 pixels. Ici, je peux préciser un edge inset si je veux faire du padding, ce genre de choses. Et puis après, les fonctions, les deux méthodes à surcharger de base. Alors, juste un dernier point sur cette classe-là. On pourrait se poser la question, mais est-ce que je dois mettre toutes les dimensions de mon projet dans ce genre de fichier? Moi, je le déconseillerais parce que ça pourrait vous faire déjà un fichier de 3000 km de long. Pour avoir essayé ça avant, notamment sur Mysticky, j'avais fait ça à la base et je me retrouvais avec même plusieurs sous-fichiers. C'était quelque chose qui devenait assez lourd à maintenir et que ça n'apportait finalement rien de particulier. Donc, je garderai ça vraiment pour des dimensions dont vous avez besoin dans plusieurs widgets différents. Donc, ça, au moins, ça vous permet de garder quelque chose de plus concis. Donc, voilà pour nos extensions de thème. Est-ce que jusque-là, ça va? J'ai perdu personne. Tout va bien? Super. Très bien. Donc, j'ai créé ces trois classes, pour l'instant, qui sont orphelines, qui sont branchées nulle part. Comment les utiliser? Eh bien, on va aller dans notre main et on va les ajouter dans le Material App de notre main, que vous connaissez toutes et tous. En deuxième étape, je vais vous montrer une petite extension que j'ai rajoutée, qui n'est pas obligatoire, mais qui va nous simplifier la syntaxe. Et enfin, je vais vous montrer un petit exemple, le premier exemple final, ça y est, je commence à tomber, d'implémentation de ces extensions de thème. Donc, le premier point, très simple, je me mets dans le main.dart et dans le Material App que vous connaissez tous. Eh bien, on a notre attribut thème et je vais pouvoir retrouver, vous voyez qu'on retrouve ici, les trois extensions de thème dont je vous ai parlé à l'instant. Et donc, de ce fait, là maintenant, elles sont rajoutées donc à mon thème de mon application. Et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir y accéder partout dans mon application. Comment est-ce que je peux y accéder? Eh bien, avant cela, on va juste faire une petite étape intermédiaire. J'ai rajouté une petite extension de thème data.
En gros, l'idée, ça va être de pouvoir y accéder avec une syntaxe plus légère que cette espèce de gros truc un peu indigeste, qui est la syntaxe par défaut et qui est un peu pénible à taper dans 5000 endroits de notre code. Donc vous allez voir juste après que cette petite extension toute bête va nous simplifier quand même l'écriture. Et du coup, un petit exemple final de comment est-ce qu'on réunit tout ça pour avoir un exemple concret. Eh bien, imaginons maintenant un widget texte, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un texte en dur. Et puis, du coup, on va pouvoir lui attribuer une police de caractère en faisant comme ceci, temp.ofContext de appText. Donc, le appText d'où il sort, c'était ce que j'avais précisé. Et après, je vais pouvoir, ouais, ça marche, retrouver ma police de caractère. Et puis encore, là, je vais pouvoir m'en servir une deuxième fois pour, par exemple, lui attribuer une couleur par défaut. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir avoir déjà un premier, voilà, des extensions de thème que je vais pouvoir utiliser très simplement comme ceci, partout dans mon projet. Donc ça, c'est déjà la première étape. On va aller un tout petit peu plus loin maintenant, et on va regarder, OK, quid du responsive. Je vous avais parlé du responsive, et que on peut le mettre en place avec les extensions de thème et avoir quelque chose d'assez pratique et d'assez puissant pour mettre en place du responsive assez simplement dans notre projet. Alors, j'ai fait le choix ici, on va voir ensemble, on pareil, ça va se faire en 3 petites étapes. Je vais d'abord commencer par une extension de Flutter View qui va me donner des informations globales sur mon écran, ses dimensions, tout ça. Ensuite, je vais juste faire, par exemple, je vais vous montrer un exemple de comment je l'implémente ça dans mon AppDimensions thème, sachant que je pourrais faire aussi ça dans l'extension de thème pour les polices de caractère. Et on va enfin rajouter une petite modif dans mon matériel app, dans le main.dart, qu'on a vu au départ. Démonstration, donc je commence avec une classe qui, voilà, faut mettre en place une fois dans ce qu'il faut mettre en place, que je recommande de mettre une fois en place dans mon projet. Donc je crée une extension de Flutter View. Et alors là, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai défini, alors vous avez tous fait, je pense, au moins une fois dans votre vie, un petit peu de CSS, avec des media queries, avec des breakpoints, ça vous rappelle des vieux traumas du passé, hein, je vous comprends. Mais en gros, l'idée ici, l'approche que j'ai ici, c'est de définir différents breakpoints et de définir en fait différentes catégories d'écran. Ça va rappeler un petit peu pour les développeurs Android les small, medium, large, XL, XXL, etc. Là, c'est un petit peu la même approche que j'ai faite. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini donc différents breakpoints de mon choix. Et après, j'ai rédigé différentes méthodes. Donc là, je vous en ai montré une, mais il y a les autres plus bas, évidemment. En gros, l'idée, c'est de dire, est-ce que je suis sur un small smartphone? Et il va vérifier la taille de l'écran, largeur, hauteur. Si c'est une de ces conditions-là est réunie, alors je considère que je suis sur un petit smartphone. Sinon, sur un moyen smartphone ou sur un grand smartphone, etc., etc. Et donc, une fois que j'ai mis ça en place, si je reprends mon extension de thème sur les dimensions, je vais pouvoir, par exemple, l'implémenter comme ceci. Donc là, avant, dans mon constructeur, il n'y avait pas d'argument. Là, je vais pouvoir lui passer en argument donc un Flutter View. Et là, après, mon radius help indication, par exemple, je vais pouvoir lui donner une dimension qui serait conditionnée par la taille de mon écran. Si je suis sur un petit smartphone, alors ce sera égal à 8, sinon ce sera égal à 16. Et après, du coup, une fois que je voudrais l'utiliser dans mon projet, j'aurais juste à faire un theme.ofContext de appDimensions.radiusHelpIndication, et automatiquement, ça vaudra 8 ou 16 selon la taille de mon écran. Et là, il n'y a plus rien à faire. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vous recommande au moins d'essayer. Et donc, du coup, la dernière petite modif qu'il faut faire, évidemment, il faut lui passer en paramètre le Flutter View à notre extension de thème ici, en faisant un view.ofContext, comme ceci. Et à partir de là, c'est bon, ça fonctionne. Vous pourrez utiliser vos dimensions comme bon vous semble dans votre projet. Il n'y a pas de questions, on est bon jusque-là? Ok. Bon, si vous avez compris ça, après la suite, ça devrait aller, parce que tout ça, c'est chouette maintenant. Déjà, à ce stade, il y a déjà assez d'éléments, je dirais, pour intégrer votre design system. Néanmoins, il y aurait aussi quelques petites choses à dire à propos des widgets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les factories sont vos amis. Et je vous invite vivement à vous en servir, notamment pour ce que je vais vous montrer après.
Les factories ici, je m'en sers beaucoup, notamment déjà pour me faciliter la lecture des de mes différents écrans, parce que du coup, je vais m'en servir beaucoup dans les différents widgets de mon design system. Je vais vous montrer après comment. On va voir aussi que les factories vont nous permettre, sans mauvais jeu de mots, de factoriser notre code, et notamment des attributs communs que l'on a au travers de différents composants. Et on va voir enfin que ça va être pratique pour ajouter un variant très rapidement. Un peu comme l'histoire des modes son, modes clair que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, je commence. Alors, j'ai fait 2 exemples, mais ça me semblait important de montrer ces 2 exemples. Un premier exemple où je vous montre donc un bouton. Bon, j'aurais pu faire les images, mais j'ai pas trop le temps. Un bouton avec un texte centré, et puis là-bas, c'est juste un texte, un widget texte basique, mais je vais revenir là-dessus juste après. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un exemple de widget avec, donc, qui est un bouton avec un texte centré, avec différents attributs, avec un constructeur interne encore une fois, et puis là après, ici une factory, puis une autre, puis une troisième. Pourquoi j'ai fait ça? L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple des boutons qu'on trouve très souvent dans nos applications, notamment des boutons, ce qu'on appelle les boutons primaires et boutons secondaires. Vous avez beaucoup de boutons primary, secondary, ça c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Typiquement, un bouton primaire, ce sera validation d'un formulaire, donc vraiment l'action centrale de notre écran, et puis éventuellement 0, 1 ou quelques boutons secondaires s'il y a des actions dites secondaires. Et l'idée ici, c'est de se dire, OK, comme ce sont 2 widgets qui se ressemblent quand même énormément, ce serait pas mal de mettre tout ça dans un seul widget qui sera center. Pour autant, chacun a ses paramètres, notamment peut-être la différence, ça va être quoi? Ça va être la couleur de fond et puis la couleur du texte. OK, mais ce widget-là, du coup, je vais m'en servir dans 150 endroits différents dans mon projet. Du coup, est-ce que je vais à chaque fois rappeler qu'il faut utiliser telle couleur, machin? Non. Du coup, une bonne façon de faire, ça va être de se dire, je vais créer une factory avec uniquement les attributs, enfin les paramètres vraiment obligatoires dont j'ai besoin, comme le label, comme est-ce que le bouton est actif ou pas, etc. Et puis ici, du coup, c'est là que je vais pouvoir mettre, en utilisant en plus mes extensions de thème, c'est là que je vais pouvoir mettre du coup vraiment les attributs propres au bouton primary. Et puis pareil, je ferai la même chose avec les attributs propres au bouton secondary, etc., etc. J'ai mis à droite un exemple pour les textes. Les textes sont quand même quelque chose qu'on utilise très fréquemment dans nos applis. Ça me semblait important de mettre déjà de créer un widget dédié au texte de base, y compris au champ de saisie de texte. On y reviendra après. Là, pareil, moi, ce que je fais dans mon projet, c'est je crée une factory pour chaque police de caractère. Donc, en gros, chaque police de caractère que je vais définir dans mon extension de thème, je vais mettre une factory en face dans mon widget texte. Et comme ça va vous permettre de, après, de rajouter des textes beaucoup plus simplement dans votre projet, en plus en utilisant les mêmes nomenclatures de nommage que ce qu'il y a dans votre design system. Et du coup, si on veut afficher un texte dans un écran, par exemple, on va pouvoir le faire sur une seule ligne, beaucoup plus lisible. Là, on voit tout de suite, je veux un texte qui a 7 polices de caractères, avec du coup peut-être une couleur qu'on aurait définie aussi par défaut, et puis juste le texte que l'on veut afficher. Donc on a quelque chose de beaucoup plus court, beaucoup plus concis, qui va être beaucoup plus facile à lire dans nos futurs écrans. Et je vous invite à faire la même chose pour les champs de saisie. Alors ça paraît, c'est un travail qui est un petit peu fastidieux à faire au départ, ça demande un petit peu plus de préparation, mais pareil, vous pourrez après avoir des factories pour la saisie brute, ou la saisie champ de recherche, ou la saisie nombre, email, password, etc. Donc là, pareil, c'est un investissement initial, il est vrai un petit peu fastidieux, mais une fois que vous l'avez fait, vraiment après, ça se déroule vraiment tout seul, très 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 pratique. Je vais également vous parler brièvement d'images et d'icônes. Alors là, il y a différentes écoles, il y a même des différents packages qui vont répondre un peu à la problématique que je vais soulever ici. L'objectif de cette petite partie, c'était surtout de se dire, OK, on peut avoir comme peut-être mauvaise habitude de se dire, je vais mettre mes chemins d'accès de mes différentes images, mes différentes icônes qui sont dans le répertoire assets en dur dans mon code.
bon, bah, c'est quelque chose qu'il faut évidemment éviter, parce que si demain on a besoin de changer une icône, alors il faut le changer dans 50 endroits dans notre code, pas forcément la meilleure pratique. Et surtout, ça peut être plus sujet à d'éventuelles erreurs de saisie qui passeraient à la compilation, mais qu'on verrait qu'à l'exécution, et encore si on a de la chance. Donc moi, une approche que j'ai faite, mais il y en a d'autres, une approche que j'ai faite, ça va être de dire, bah, je vais découper ça en deux classes. Une première où ça va être en gros une enum plus, on va se dire, où je vais juste lister les différentes icônes que je vais utiliser dans mon projet. Je vais prendre l'exemple des icônes, mais les images, c'est la même philosophie. Et après, une deuxième classe, que j'ai appelée AppIcon, que je vais utiliser du coup pour afficher mes différentes icônes, avec là aussi des factories pour différentes variantes. Si on veut afficher une icône en mode clair parce que le fond est sombre, ou à l'inverse, si je veux l'afficher en mode sombre parce que le fond est clair, etc. Ça va être beaucoup plus pratique. Donc là, ici, un truc vraiment très basique où je mets ici les différentes icônes dont j'ai besoin. Là, je vous ai montré un exemple où on est, par exemple, sur un Figma avec toutes les icônes sur le Figma. On peut faire un clic droit, copie à SVG, qu'on va copier directement dans notre projet Flutter. Et après, je vais pouvoir les récupérer de cette façon-là. Et je vais utiliser du coup ces getters-là. Ce qui va me permettre après d'utiliser ces getters-là directement partout dans mon code. Et au moins, je suis sûr de ne pas me tromper dans le chemin. Je ne vais pas oublier un caractère, je ne vais pas mettre 2 points au lieu d'un, ce genre de choses. Ça va m'éviter des erreurs qui passeraient, encore une fois, au travers de la compilation. Et une fois que j'ai fait ça, je peux créer donc une deuxième classe, toujours la même structure, c'est le même pattern. Si vous avez compris le début, après ça devient un peu plus clair. Pareil, des paramètres de base, un constructeur interne, et puis après, là, j'ai fait différentes factories. Par exemple, une factory pour dire, tiens, je veux afficher une icône en mode avec sa couleur par défaut, ou alors une icône avec une couleur par défaut inversée si le fond change de couleur, ce genre de choses. Donc là aussi, on peut utiliser le côté pratique des factories, comme ce qu'on a vu par avant. D'ailleurs, j'avais noté, je ne l'oublie pas, je l'avais noté ici, je crois me souvenir, voilà, j'ai eu un commentaire qui me disait on peut utiliser aussi FlutterGen, le package FlutterGen qui permet de répondre un petit peu à cette problématique-là. Donc c'est une autre approche, mais ça répond un petit peu aux mêmes besoins. Oui. Une question avant que tu passes là-dessus. Pour il y a un projet qui est déjà avec les icônes fournies par Mapple Design, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une extension sur les icônes déjà existantes avec les icônes faites par la direction artistique de Lib, et du coup rebrancher en fait sur les keywords qu'on utilise déjà, sur les constantes qu'on utilise, donc puis icons.add, icons.edit, et rebrancher des icônes dessus. Parce que je vois un projet qui existe déjà, parce que tu as pris l'exemple qu'on commence à le début, il y a de fortes chances qu'un petit projet grossit, puis grossit, et la DA est nulle, il nous faut notre DA. Et ça fait beaucoup. Là, tu vois, juste pour les icônes déjà, si tu les utilisais dans toutes les pages, juste une extension, est-ce que ça pourrait. Enfin, je sais que j'ai pas fait ce truc, mais est-ce qu'une extension sur icônes pourrait pas répondre justement à ce problème? Ah, mais une extension sur les icônes de Material App, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais fait un truc un peu équivalent. J'avais utilisé un peu cette même structure en utilisant des icônes Material App, mais j'ai utilisé ce même principe-là. Et c'est vrai que ça marchait pas mal. J'ai pas essayé les extensions, c'est vrai. Encore une fois, là, voilà, c'est vraiment une approche parmi d'autres, mais bon, celle-là, moi, en tout cas, elle marchait pas mal. J'ai pas essayé les extensions, c'est vrai, pas sur ce cas-là, en tout cas. Pour moi, tu pourrais rajouter des icônes, mais je pense pas que tu puisses changer les icônes. Ouais, tu le varies pas, je crois. Ouais. Je peux pas avec les icônes. Ok, donc ça change rien. Un dernier petit point, et après on va passer au test, très rapide. Donc c'est un petit point aussi qui me semblait important, notamment sur les espacements ou les gaps. Je voulais m'attarder dessus. Voilà, je voulais juste vous en parler 2 minutes. Notamment lorsque l'on va designer des interfaces qui ont une structure un peu formulaire, où on a un texte, un espacement, un champ de saisie, puis encore un espacement, un autre texte, un autre champ de saisie, etc. etc. On peut avoir différentes approches dès lors qu'il s'agit d'espacer les éléments les uns par rapport aux autres. Une première approche, ça va être de dire, tiens, je vais dire que par exemple, tous mes champs de saisie ils vont avoir un padding par défaut de, je sais pas, 8, 16 pixels, mes textes pareil, etc., etc. Ou une autre approche, ça pourrait être de se dire,
Chaque widget que je veux intégrer, chaque widget de mon système n'a pas de padding par défaut, sauf vraiment quand c'est nécessaire. Il y a des contre-exemples, mais en règle générale, on se dit il n'y a aucun padding par défaut. Et au contraire, on se dit j'affiche mon texte, je mets un espacement explicite dans mon code, puis le champ de saisie, etc., etc. Personnellement, je vous recommanderais vraiment cette seconde approche. Moi, j'aime bien avoir cette règle-là, qui est de se dire rendre les espacements visibles autant que possible, en tout cas quand ça a du sens. Ça vous permet d'avoir, pareil, encore une fois, du code qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à faire évoluer. Parce que le petit contre-exemple qu'on peut avoir à ça, c'est si je prends par exemple mon champ de saisie qui a un padding par défaut de 8 en haut, 8 en bas, ok, mais à un moment donné, je vais rajouter un truc qui est juste collé juste en dessous. Ah ok, alors dans ce cas, il faut que je gère un cas un peu particulier en rajoutant un argument, etc., etc. Ça donne du code qui n'est pas forcément facile à maintenir et facile à comprendre, en particulier pour quelqu'un qui débarque sur un projet. Alors, qu'est-ce que ça va être notre espacement? À la base, c'est juste un sizebox, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique et élémentaire. Et là aussi, on peut s'amuser, encore une fois, à utiliser des factories pour faire des espacements standards, comme par exemple ceci. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une classe vertical gap. Qu'est-ce que c'est dans mon build? C'est juste une sizebox, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus con. Et là aussi, j'ai toute une ribambelle de factories, éventuellement une custom, ça peut être utile de temps en temps. Et puis là, je peux mettre des espacements standards. Ça, c'est des choses d'ailleurs que l'on peut retrouver, que l'on retrouve souvent dans des design systems qui sont définis par une équipe de designers. Et bien là, on va pouvoir les implémenter de cette façon-là. Alors là, j'ai fait un truc vraiment dur où j'utilise une sizebox de base pour des espacements verticaux. On peut faire la même chose avec des espacements horizontaux. Il y a aussi la bibliothèque Gap, pardon, le package Gap, qui permet ce petit truc en plus de se dire je ne me soucie pas de savoir si je veux un sizebox avec une height ou une width. Je vais définir automatiquement quelle est la bonne dimension de ma sizebox à utiliser selon que je suis, je sais pas, dans une colonne ou une row, par exemple. Et lui, il va détecter automatiquement dans quelle direction on est. C'est le petit truc en plus. Mais encore une fois, voilà, vraiment l'idée ici, c'est de se dire, je veux avoir, quand je lis mon écran, quand je lis le code de mon écran, par exemple un formulaire, encore une fois, j'aime bien savoir où sont mes différents espacements pour avoir vraiment le contrôle très très fin sur vraiment l'architecture de tous les composants de ma page. Et donc, si j'ai bien fait mon travail, voilà un petit peu un exemple, alors j'ai pas mis tout ce qui est en haut, en bas, évidemment, mais un exemple de formulaire où on voit nos différents composants, et j'ose espérer que je vous ai convaincu que ça donne quelque chose d'un peu plus facile à lire et facile à comprendre. Et là, normalement, vous devriez assez facilement reconnaître un formulaire de... Bonne réponse. Merci. Garantie sans trucage. Donc là, effectivement, ouais. Une question par rapport aux factories qui sont utilisées. En fait, si tu regardes bien, il y a quelque chose qui est bizarre entre guillemets dans la manière dont tes éléments sont pensés entre eux, c'est qu'en fait, tu passes pour contexte. À chaque fois, en fait, il y a besoin parce que tu utilises tes factories. Tu as besoin de ce contexte dans la factory parce que tu récupères tes couleurs. Ouais, tout à fait. À cause de ça. Et donc, du coup, en fait, là, on n'est pas en train de truander le fonctionnement de codeur qui est que tout votre widget, donc en fait, moi, de mon point de vue, en fait, les contextes ici font que, en fait, en truquant le footer, plutôt qu'utiliser plutôt que recréer des widgets, on vient en fait utiliser des factories qui font office de widget. Ouais. Alors après, effectivement, peut-être une autre approche, ça pourrait être de se dire, plutôt que de lui passer en paramètre, effectivement, le contexte, ce serait de lui passer en paramètre peut-être le theme.ofContext, ça peut être aussi une autre possibilité. En tout cas, moi, de ce que j'en ai déjà testé sur les deux projets, moi, j'ai pour l'instant pas eu de soucis. Après, effectivement, il y a peut-être d'autres améliorations à apporter, mais bon, voilà, j'ai pas plus de réponses à ça pour l'instant. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Et on termine sur la dernière partie, donc les tests. Les tests, on a deux approches possibles qui ne sont pas forcément antinomiques l'une de l'autre. Une première approche, ce serait de tester. On peut tester notre design system, soit avec des golden tests et ou avec un widget book. Je remercie les personnes qui se reconnaîtront de m'avoir parlé de widget book récemment.
Donc, une première approche, les golden tests. Alors là, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est déjà assez long comme ça. Mais l'idée, en gros, ça va être de se générer une espèce de grande image dans laquelle on va y mettre un petit peu tous les éléments de notre design system dans une ou quelques images. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Enfin, c'est qu'une petite partie, hein, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus long. Un exemple de test de design system que j'avais fait pour Mysticky, où là, je retrouve toutes les couleurs que j'utilise dans mon appli, les typos, là aussi différents text scale factors, les boutons, des dividers, etc., des icônes. Et donc là, ça permet à chaque fois dans sa suite de tests unitaires de pouvoir ajouter donc ces golden tests là et s'assurer que rien n'a changé en cours de route. Alors, ça peut être sympa, ça peut être pratique. C'est pratique, je pense, pour du projet perso, parce que du coup, on peut faire ces tests en local et du coup, tout fonctionnera bien. Bon, il y a du plus et il y a du moins. L'avantage, c'est qu'on peut du coup l'intégrer dans une campagne de... Néanmoins, il y a quelques inconvénients. Déjà, notamment si vous mettez ça en place dans une CI, la machine de votre CI ne sera pas forcément la même que celle sur laquelle vous développez, dans laquelle vous aurez généré cette image-là de test, notamment en ce qui concerne les polices de caractère. Hein. Si vous travaillez sur Windows, puis vous la générez sous Linux ou sur Mac, il peut y avoir des petites différences, et du coup, ça peut faire planter vos tests alors même qu'ils sont bons. Donc ça, même s'il y a des petits contournements par rapport à ça, mais bon, c'est une petite limitation. Et aussi, l'autre point, c'est que on ne va pas pouvoir tester d'animation ou d'interaction en particulier. On pourrait tester en partie des animations, mais pas les animations au complet en tout cas. Et donc, une autre approche qui est possible également, c'est le widget book. Donc ça, c'est un package que vous pouvez retrouver sur PubDev. Et le widget book, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous permettre ça va vous proposer en gros une page, généralement on fait ça sur une page web, où ça va vous proposer une interface dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous vos widgets dans une colonne de gauche, que vous allez pouvoir visualiser au centre, avec éventuellement un peu de personnalisation avec une colonne de droite. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et donc ça, on va le faire en gros en 2 étapes. Je vais vous les montrer brièvement et on va terminer par ça. D'abord, on va se créer et se générer un widget book vide, parce que widget book propose 2 approches qui sont l'approche manuelle ou l'approche par génération de code. Ici, j'ai choisi l'approche par génération de code, je vais vous montrer juste après pourquoi. Et dans un second temps, on va pouvoir intégrer des use cases pour chaque widget à tester. Alors, je commence. Donc là, j'ai repris un peu la documentation de widget book. Hein, vous la retrouverez, elle est très bien faite. Mais en gros, on va se créer une première classe comme ceci dans notre test. On va y retrouver ici notre main. On va générer en fait une app à part de notre app à nous, dans laquelle on a différentes choses qui sont quand même intéressantes à noter. Ici, on a directories, qui fait référence à la variable directories qui va être dans le fichier généré ici, c'est un point G. Hein. On va y retrouver là-dedans toute l'arborescence de nos différents widgets, qui va être autogénérée après grâce au use case qu'on va voir après. Et puis, il y a différentes choses qui sont intéressantes à noter, notamment les add-ons, dans lesquels on va pouvoir préciser nos différents thèmes, et notamment rajouter ici les extensions de thèmes. Là, je l'avais fait avec juste 2, mais d'ailleurs, ça c'est du code de BIM, voilà. J'avais oublié. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir ajouter nos extensions de thèmes ici pour que nos différents widgets fonctionnent. On va pouvoir préciser, par exemple, un thème pour le light mode. On va pouvoir en faire un deuxième si on veut faire un dark mode, etc., etc. Donc, pareil, si on a besoin de rajouter un deuxième mode de luminosité, il y a juste à dupliquer ce petit bloc-là, le customiser et on est bon. Donc, ça se fait littéralement en 10 secondes. Donc ça, c'est le premier point que vous aurez besoin de faire. Et après, à droite, il y a d'autres options, pas obligatoires, mais qui sont quand même bien cool également. La Device Frame Add-on qui va vous permettre de pouvoir afficher vos différents widgets sur différents appareils, par exemple un Samsung Galaxy S20 ou un iPhone 13, ou même des écrans personnalisés. Et enfin également, et ça je vais insister un petit peu là-dessus, le text scale add-on, où vous allez pouvoir ici définir différentes text scales dans votre widget book, qui va vous permettre de visualiser vos différents widgets avec différents text scales. Et alors ces deux derniers points, ils me paraissent un peu importants, et chez BIM, je les saoule un petit peu avec ça, c'est que c'est toujours hyper important de tester vos différents écrans, vos différents widgets,
avec la plus petite taille d'écran possible, avec la plus grosse text scale possible, pour avoir vraiment, je dirais, le pire cas possible, notamment pour faire popper des petits overflows qu'on aurait oubliés ça et là. Parfois, on oublie ce fameux extended dans une row, et puis des fois, ah bah tiens, ça peut être dans des cas un peu particuliers. Ben voilà, si on met ça en place et qu'on teste vraiment rigoureusement tous nos différents écrans, là, du coup, on devrait tous les voir apparaître. Donc là, j'ai fait ça. Je lance une commande que vous connaissez tous par cœur, mon build runner. Là, du coup, ça va me générer mon premier widget book qui ne contiendra pour l'instant rien. Ça va me générer donc le point G qu'on a vu juste avant avec les directories, qui contiendra du coup l'arborescence des widgets que je vais rajouter après. Donc on retrouvera, alors ça c'est du jargon widget book, des widget book folder, qui va contenir des components, donc ce sera nos différents widgets qu'on va tester, et dans ces components, on verra les différents use cases. Et l'avantage de l'approche par génération de code, même si parfois elle est un petit peu pénible, j'en conviens, l'avantage c'est que ça va nous permettre de retrouver dans notre widget book la même arborescence de dossier que votre projet. Et ça, c'est quand même assez appréciable. Et donc, dernier point, les use cases. Donc là, on imagine, je reprends mon center text button que je vous avais montré tout à l'heure avec son code qu'il y a dedans, et puis je vais pouvoir lui rajouter un ou plusieurs use cases. Notamment, moi, ce que je fais, c'est que, rappelez-vous, center text button, j'avais un bouton primary, un bouton secondary, et je peux faire un use case pour center text button primary, un autre en dessous pour le secondary, etc. Et donc là, je vais pouvoir préciser une petite annotation ici, et puis là, je vais pouvoir du coup appeler un constructeur pour mon center text button. Et alors là, il y a un petit point qui est intéressant à noter, c'est notamment, là, j'ai mis par exemple un label en dur, mais ici, j'ai choisi par exemple d'utiliser ce qu'on appelle un knob. Et le knob, ça c'est vachement cool parce que vous allez pouvoir, grâce à ça, interagir avec votre widget book, avec votre widget, pardon, et dire par exemple, je veux rajouter dans ma petite colonne de droite un petit switch button pour afficher mon bouton lorsqu'il est actif ou lorsqu'il est inactif, par exemple. Je pourrais faire la même chose pour le label, pour dire je veux voir à quoi ça ressemble si je saisis un texte complètement bidon. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Donc vraiment, les knobs, ça c'est vraiment très très chouette. Je vous le recommande. Et là, pareil, on pourra du coup lancer notre widget book avec simplement cette commande-là. Ça vous le lancera sur une belle page Chrome et ça vous donnera quelque chose qui va ressembler à ceci. Où là, du coup, on a l'arborescence des fichiers de notre projet parce que justement, ça a été auto-généré. Ça, c'est vraiment le truc en plus. On va retrouver donc les widgets, ici les différents use cases, encore un widget, différents use cases, etc. etc. Et donc là, on voit à quoi ça ressemble au milieu. Et on retrouve ici à droite donc les add-ons avec le thème qu'on a choisi, si on veut, par exemple, un thème clair, un thème sombre, etc. Je peux choisir l'appareil sur lequel je veux afficher mon widget, le text scale, le knob dont je vous ai parlé. Vous voyez, là, je peux choisir de l'afficher en mode actif ou inactif. Donc vraiment, on a une très, très grande flexibilité pour tester tout notre design system. Et du coup, après, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut après transmettre à notre équipe design pour qu'eux-mêmes puissent valider que ça correspond bien à leurs attentes. Et j'ai fini. Ah, j'ai nul. J'ai l'impression d'avoir été plus rapide que dans mes répètes. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez une ou deux questions rapides parce qu'on a faim? Ouais, moi j'ai une question aussi, mais je vais laisser. Juste une question, c'est plus un Rex que tu pourrais avoir sur l'utilisation d'un. Excuse-moi, Vanessa. Ouais, d'un design system intégré comme ça. Je sais pas quelle taille il fait, mais clairement, si on met 3 devs à démarrer et que ça c'est pas prêt, c'est mort. J'imagine que toi tu as mis ça en place seul et que tu t'es posé seul et tu t'es mis à... Mais je trouve ça hyper bien de mettre ça en place. Par contre, ça demande un temps où on dit les autres devs, vous vous calmez et après on est d'accord. Alors après, ça c'est quelque chose, si je reprends par exemple, j'avais fait la refonte du design system chez BIM, c'était quelque part en décembre dernier par là,
Ça m'a représenté effectivement plusieurs semaines, même, je crois à peu près 1 mois et demi, 2 mois de travail. Ouais. Néanmoins, c'est quelque chose que j'ai pu faire vraiment de façon progressive. Alors, c'était sur une appli qui était déjà existante. Et après, bon, si tu commences déjà par les extensions de thèmes, ça en l'espace de quelques heures, hein, c'est vraiment très très rapide à faire. Donc, déjà, tu peux commencer par ça. Et après, mettre en place ces différents widgets. Alors, moi, je les ai fait un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure que je redesignais chaque écran de mon application. Néanmoins, ça ne m'empêchait pas d'avoir 2 design systems, l'ancien et le nouveau, qui cohabitaient dans l'appli pendant quelques temps. Et je faisais ça écran par écran. Et finalement, les différents composants dont j'avais besoin, je les rajoutais au fil de l'eau et c'était pas bloquant pour. Alors, c'est sûr que, bon, encore une fois, sur cette partie-là, oui, j'étais tout seul. Donc, c'était bien pratique. Néanmoins, s'il y avait d'autres devs derrière, en vrai, ce serait pas bloquant parce que c'est encore une fois quelque chose que tu peux faire au fil de l'eau. Ouais. Donc largement jouable. Ok. Ouais. Une petite question, c'est bon, si on utilise Figma côté UX, en fait, comment on fait pour s'assurer que le Figma, design pattern côté Figma et design pattern côté Flutter sont les mêmes? Enfin, peut-être qu'il y a une fonte qui est légèrement différente, il faudra vraiment tomber dessus pour. Ouais, alors ça, c'est aussi un petit peu l'intérêt du widget book dont je vous ai parlé à la fin, qui justement permet de mettre, de tester pas seulement le rendu d'un point de vue côté dev, mais aussi de se dire, voilà, on a un document de référence, voilà comment nous, dev, on a intégré le design system, votre design system. Du coup, on renvoie en fait quelque part ce document-là à l'équipe design pour qu'après, eux puissent valider si ça correspond bien à leurs attentes. Ouais. Alors effectivement, voilà, c'est ça, c'est le widget book. J'ai pas connaissance, j'ai pas vu circuler que ça pouvait être l'objet d'un test automatisé. C'est pour ça que ça me semblait important quand même de parler brièvement de l'aspect Golden Test, qui lui, pour le coup, pourrait être intégré dans du test automatisé, avec les limites dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, il y a du plus et il y a à boire et à manger. Je pose juste une de mes 2 questions, parce qu'elle est liée à vos 2 remarques. Et en fait, je me disais finalement, tous ces fichiers que tu as créés, qui prennent du temps, et si c'est au début d'un projet, ça peut être un peu compliqué. Finalement, ça peut être des templates qu'on peut utiliser sur plusieurs projets. Et est-ce que c'est possible ou tu aurais testé, par exemple, dans l'idéal, des exports depuis Figma qui pourraient pré-remplir déjà finalement ce template Flutart, tu vois. Alors, où il faudrait avoir un template Figma qui soit compatible. Alors, je l'ai essayé sur Flutterflow, voilà. de faire l'export Figma. La potion Flutterflow, abonnez-vous. De faire l'export Figma dans le design system de Flutterflow, alors qui ne fonctionne par contre que pour les couleurs et les styles de texte. Il t'implémente pas des components, des widgets, buttons ou ce genre de choses. Mais il faut, pour le moment, j'ai pas eu de fichier Figma des designers assez compatibles finalement, notamment dans le nommage. Donc voilà, l'idée c'est de créer un template Figma qui puisse être exporté correctement sur Flutter, mais voilà, je pense que c'est un truc. Dans un monde parfait, ce serait chouette, tout à fait. Je poserai mon autre question après, du coup, pour voir. Ça marche. Obligatoire, mais la question. Il y a une question. J'ai cramé la place de quelqu'un, non? Non, vas-y. La question que je me pose, c'est que effectivement, ça rejoint ta question, c'est que on imagine une application qui a déjà commencé à développer et qui grossit. Je sais, je suis chiant avec ça, mais je pense que c'est un cas d'usage qui serait réel et parce que tu as pu faire, c'est génial et enfin c'est incroyable. T'as dû passer, je pense, 2 mois bien complet, hein. Mais dans la réalité, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un entre-deux avec des développeurs qui utilisent déjà le Material App avec les Material Design Theme et une sorte de un peu un plug and play. Tu arrives avec ton plugin et tu dis moi je réutilise. Alors effectivement, tu n'auras pas les mêmes personnalisations que les headlines que tu mets en plus, etc. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer ça, voilà, un entre-deux en disant j'utilise mon text button et paf, moi dessus je mets la sauce bim comme toi tu as fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que alors techniquement oui, c'est oui. Et facilement, ou est-ce que ça demanderait un surtravail? C'est plus ça la question. Alors, moi, perso, je partirais quand même direct, mais bon, c'est peut-être parce que c'est mon côté un peu puriste qui veut ça, mais je partirais quand même direct vraiment sur cette implémentation de design system.
Effectivement, s'il y avait un autre développeur qui serait en attente, mais ce qu'il y a, c'est que chaque composant en soi ne prend pas tellement de temps à faire. Hein. C'est quelque chose que, en réalité, même la réalisation même du design system pourrait très bien être faite par différents développeurs en même temps et qui se font encore une fois un peu au fil de l'eau selon les besoins. Mais je ne vois pas tellement de limitation avec ce système-là, où il faut faire tout le design system pendant 2 mois, et puis on fait que ça, et puis tous les autres, ils poireautent pendant 2 mois, et après, voilà. Ça peut être voilà, vraiment les bases. Enfin, je veux dire, le niveau atomique, ouais, quelques composants de base, mais ça va être l'histoire de quelques heures, quelques jours, tout au plus. Et vraiment, à partir de là, les autres composants, moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait. Bon, encore une fois, j'étais tout seul, mais c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est que je commençais vraiment à refaire tous mes écrans, à implémenter ça dans l'appli, et puis je faisais vraiment beaucoup d'allers-retours entre, je suis en train de faire mes devs, ah tiens, à un moment donné, il me manque tel composant, il me manque tel widget, etc. Je reviens dans la partie design system, et je faisais pas mal d'allers-retours comme ça, et ça s'est très bien passé. Tu faisais le module sur ton local, Ouais. était repris par tous tes collègues, et eux, du coup, avaient la version de ton ZSTEM à jour dans le propre package. D'accord. Mais je crois que ça me dit quelque chose, une vieille conférence Flutter France, mais qui date peut-être de 2 ans, et qui avait quelqu'un qui avait fait un design system où c'était une réécriture, un overwrite en fait du design matériel. Ça devait être peut-être la présentation dont je t'ai parlé au tout début. Mais ça me dit quelque chose, Ouais, mais c'est je ça. me rappelle plus. Mais je dois le retrouver dans mes notes c'est quelque part. ce que- Ça t'intéresse C'est le petit, voilà, Ouais, genre, je sais ça pas vous si dit que dont j'ai parlé. ben, Oui, je dois c'était avoir- effectivement inspiré, je je demande dois avoir ça dans mes notes, mais ça date il y a 2 ans peut-être. Oui, Tu mais vois, c'est c'est ça, un mais sa peu. présentation, c'était il y a Ok, plus de 2 ans. bah tu vois, c'est ça. Donc, ça doit être- On garde tous les mêmes choses. Ouais, moi j'avais une question, Oui. notamment au niveau des espacements, que je trouve très bien effectivement de faire cet espacement de cette façon. Mais des fois, je l'ai mis en place, alors, peut-être pas sur les doigts si vous aimez pas, c'est des fois de mettre un peu cette conformité de design, cette logique, dans le contenant, plutôt que sur les éléments individuels. Je m'explique du coup. Par exemple, tu vois, typiquement une colonne, de mettre les espacements au niveau de la colonne, c'est-à-dire tous les enfants. C'est ça. Et par exemple, de me dire, je fais une colonne qui est sur les formulaires, et donc j'ai toujours, je mets toujours cette colonne dans les formulaires en fait. Ah oui, donc tu veux dire une colonne où chaque enfant a un espacement par défaut, c'est ça? Ouais, en fait, tu définis l'espacement au niveau de la colonne. Oui, donc tu fais un widget custom qui. Ouais, c'est ça. Au niveau, en fait, mettre un peu cette logique au niveau du contenant. Bon, c'est peut-être pas toujours adapté dans tous les cas, mais. Moi, c'est un petit peu. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais rencontré. Ouais, c'est un petit peu ce que j'avais rencontré avant, où effectivement, chez BIM, on utilisait notamment, voilà, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais en tout cas une colonne ou au moins un composant, un widget qui partait d'une colonne et où il y avait effectivement des espacements par défaut. Mais je me suis retrouvé parfois un peu bloqué parce que justement, comme il y avait cet espacement par défaut, et à un moment donné, il fallait, l'équipe design me disait, ouais, mais il faut rajouter un tel truc vraiment collé à mon composant et tout. Je dis, ouais, mais là, je suis bloqué parce que j'ai cet espacement par défaut. Tu dois rajouter une colonne. Donc, je bricolais un petit peu et ça faisait quelque chose de pas très, très pratique. Ouais. D'où cette approche-là que j'ai implémentée et qui maintenant me laisse vraiment tout confort. Quoi. Okay. Tu wrappes ton composant qui est hors règle avec un empty, quelque chose par exemple qui serait empty rules, et tu enlèves les règles entre guillemets fournies par le colonne, et tu peux sur une base bière avec tes propres bases. Tout à fait. Ok, On va manger ?